Hello les amis, bienvenue à votre émission Inspiration. Aujourd'hui, une fois de plus, on a l'honneur, la chance d'avoir avec nous un globe-trotteur de l'histoire, un globe-trotteur de la mémoire de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui avec nous M. Lasconi ici. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle M. Ngoumboulou Yasangi Yaminabantu Lasconi. Lasconi est mon patronyme. Ngoumboulou Yasangi Yaminabantu signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Mon prénom met en garde toute personne qui voudra me faire du mal. C'est clair, le nom en Afrique n'est pas donné au hasard. Vous êtes bien le lion de la brousse qui dévore tous ceux qui tentent de se mettre sur votre chemin. Absolument. Sur votre chemin de globe-trotteur, vous avez dû rencontrer beaucoup d'obstacles. Comment on fait pour le chemin? Disons que j'ai beaucoup de chance, je suis béni. Le fait que j'aime l'Afrique me donne tout ce que je recherche. Donc j'ai rarement d'obstacles. Mais ça arrive. Ça arrive, mais quand ça arrive, le lion se réveille. Voilà. Lorsque vous êtes en Occident, comme actuellement vous êtes en Occident, loin de l'Afrique, comment est-ce que vous faites pour rester lié à vos racines, à votre terre? Est-ce que cette distance à votre terre ne vous déconnecte pas spirituellement de vos ancêtres? Disons que mes ancêtres m'accompagnent partout où je vais, puisque je fais quotidiennement la libation. Et aussi le fait que je les évoque en permanence, puisque je donne beaucoup de conférences. Donc à chaque fois que je donne des conférences, j'évoque mes ancêtres, ceux qui sont battus pour la liberté de l'Afrique. Et les afro-descendants. De ce fait, la protection est systématique. Quant à mes racines, je ne pourrais jamais en être éloigné pour la bonne et simple raison. Les racines sont en moi et de ce fait, je ne pourrais jamais être déconnecté. Je voulais en venir au fait qu'en fait, les racines ne sont pas essentiellement matérielles, elles sont en nous. Donc, quel que soit le lieu où on se trouve, on reste ce qu'on est. Tout dépend en fait. Il faut cultiver ce qu'on appelle le goût de l'originalité. Parce que lorsqu'on on souffre de porosité spirituelle, on se déconnecte facilement. Parce qu'il y a la porosité spirituelle. C'est un concept que j'essaye de promouvoir parce que en fait, la porosité spirituelle, c'est ce qui fait que l'être puisse se déconnecter facilement de ses racines. Parce qu'on est perméable à tous les courants et on cède facilement aux influences néfastes. Tandis que dans mon cas, je suis hermétique. Je suis hermétique à la bêtise et je ne suis pas facilement influençable. De ce fait, mon ancrage culturel est comme une immunité contre toute chose qui pourrait nuire à mon cerveau. Vous parlez de porosité spirituelle. Est-ce que c'est pas un peu être trop fermé sur soi? Il est peut-être important aussi de s'ouvrir aux autres et peut-être qu'il y a du bon dans d'autres spiritualités que la spiritualité. J'ai bien précisé que j'étais hermétique à la bêtise. Cela ne veut pas dire que je suis fermé à tout. Je parle 13 langues dans plusieurs dialectes européens. Donc de ce fait, je ne suis pas hermétique à tout. Je suis tout simplement hermétique à la bêtise. Mais maintenant, qu'est-ce que vous considérez comme étant une bêtise? La bêtise, c'est tout ce qui pourrait m'éloigner de mes racines. Tout ce qui pourrait m'éloigner, qui pourrait me dépouiller de mon amour personnel. L'amour de soi est pour moi fondamental. Et de ce fait, j'essaie de m'éloigner de tout ce qui peut venir me dépouiller de ce qui est essentiel en moi, c'est-à-dire ma dignité d'homme. Être ce qu'on est ne nous empêche pas d'être ouvert aux autres. C'est pas parce qu'on veut affirmer notre identité africaine. Moi, je n'ai pas besoin de l'affirmer. Pour ne pas vous interrompre, je n'ai pas besoin de l'affirmer. Je pense que mon physique est là pour rappeler qui je suis. Mon nom est là pour rappeler qui je suis. Mon attitude, mon accent est là pour rappeler qui je suis. Donc, je n'ai pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Je suis né en Afrique de parents africains. J'y ai vécu en partie, j'ai vécu dans plusieurs régions du globe. Et ça a été aussi un enrichissement parce que j'ai parcouru 91 pays dans le monde et reparti dans plusieurs pays. Je parle plusieurs langues comme je vous l'ai dit. De ce fait, je ne suis pas fermé aux autres. Le contraire. L'autre peut m'enrichir à condition qu'il ne cherche pas à m'imposer sa façon de vivre. Moi, je suis jaloux de ma culture. Tous les peuples du monde sont jaloux de leur culture. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui les conflits, parce que lorsqu'on prétend vouloir apporter la civilisation à d'autres, il y a forcément conflit. Avant de prétendre aller civiliser les autres, il faut déjà être sûr d'être civilisé soi-même. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis hermétique à la bêtise. Parce que vous remarquerez une chose,
l'Afrique est le continent qui souffre justement de cette porosité spirituelle parce qu'on trouve tout et n'importe quoi en Afrique. N'importe quel gourou qui se réveille un bon matin peut décider du jour au lendemain d'aller ouvrir un temple et du jour au lendemain se faire des adeptes, se faire de l'argent. En fait, l'Africain pense que le bonheur, c'est ce qui vient d'ailleurs. Mais est-ce que ce terrain fertile, justement, pour d'autres religions, est-ce que ce terrain fertile n'est pas causé par rapport à notre situation, je veux dire, économique? Non, la misère peut amener quelqu'un à se tourner vers n'importe quel type de spiritualité. Oui, la misère... En espérant y trouver le grand bonheur. La misère est un des facteurs, mais ce n'est pas cela le problème. Vous remarquerez une chose, il y a des gens qui vivent dans l'arrière-pays qui ne sont pas forcément des gens nantis, mais qui restent ancrés dans leur culture. Je pense que le problème qui se pose est que nous avons été formatés. Quand un peuple a été colonisé pendant plusieurs siècles, il devient fragile. Et je pense que notre fragilité vient de là. La porosité spirituelle vient du fait que nous avons été colonisés. Et après, ça s'est transmis de génération en génération. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je suis né de parents chrétiens. Et de ce fait, pendant des années, ma mère m'a toujours caché que son père était un initié et pratiquait le culte africain, que je n'ai pas connu d'ailleurs. Et par la suite, j'ai reçu tous les sacrements de l'Église jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas fait pour moi. Parce que j'ai étudié, j'ai eu à visiter plusieurs régions du globe, comme je l'ai dit tantôt, et ce qui m'a permis de découvrir pas mal de choses. Pour vous donner un exemple, un pays comme le Congo, Kinshasa, la RDC, bon, je suis de la rive droite, donc de Brazzaville, mais un pays, bon, donc c'est le même pays, hein, c'est le même peuple. En RDC, par exemple, il y a, les gens sont très friands de tout ce qui est messianisme. C'est dû au fait que les Portugais, lorsqu'ils arrivent à l'embouchure du Congo, ils ont pour objectif de décapiter spirituellement le roi. J'ai dit bien décapiter spirituellement le roi. Donc le roi se convertit au christianisme à l'insu de son peuple. Et à partir de là, le royaume est fragilisé. Or, le plus grand foyer Congo, c'est la RDC. Voyez-vous? Mais c'est par l'Angola qu'ils entrent, parce que le Congo démocratique a une petite fenêtre maritime qui se trouve dans une région qu'on appelle le Bas-Congo. Et à partir de là, la porosité spirituelle s'est installée, ce qui explique que la RDC est certainement le pays où on connaît le mieux la Bible. Dans vos nombreux voyages, vous avez rencontré au Cameroun Sa Majesté Todo II, qui est le représentant des têtes couronnées du Bénin au Cameroun. Ça veut dire qu'il est comme un ambassadeur. C'est un ambassadeur, il n'est pas comme, mais c'est un ambassadeur. Il représente les têtes couronnées du Bénin parce que le Bénin, dans sa constitution, reconnaît la chefferie. En fait, la République est étrangère à l'Afrique. Hein. Ce sont des anciens royaumes, notamment le royaume du Dahomey, qui signifie dans le ventre du serpent. Le ventre du serpent. Et dans le célèbre bébé Anzin est le symbole, le roi requin. Et de ce fait, le roi Todete II a été nommé par le Haut Conseil des têtes couronnées du Bénin pour représenter la chefferie au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a une grande communauté béninoise qui se trouve notamment autour du Vouri, vers le quartier Essengi. Et le roi Todete II s'y trouve, il a un cabinet médico-spirituel. Ça veut dire qu'il exerce là-bas en tant qu'ambassadeur, on va dire, mais et en tant que médecin, en tant que patriarche. Les Béninois se dirigent vers lui lorsqu'ils ont... Il n'y a pas que les Béninois, il y a les Camerounais, les Congolais, les Togolais, tout le monde en fait. Il reçoit tout le monde. Je pense même que parmi ses patients, il y a beaucoup plus de Camerounais que de Béninois. Mais ceci étant, il est là pour régler pas mal de problèmes au sein de la communauté béninoise, qui est essentiellement constituée de pêcheurs. Ce n'était pas très difficile pour moi d'obtenir les images pour la bonne et simple raison, j'ai une formation initiatique. Et le fait d'avoir une formation initiatique, je sais quel langage employer devant une telle autorité. Parce qu'il y a une façon de parler. Et je pense que lorsqu'on sait remplir les formalités, parce que l'Afrique traditionnelle est très protocolaire, lorsqu'on sait remplir les formalités traditionnelles, et après ça passe comme une lettre à la poste. Mais est-ce que ces formalités traditionnelles, est-ce que sont les mêmes dans tous les peuples d'Afrique, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale? Nous ne sommes pas africains par hasard. Ouais. Nous avons une origine commune. De ce fait, il y a des choses
qui sont similaires. Oui, communes. Je dis bien, je ne parle même pas de similarité. Communes aux Africains. Pour la bonne et simple raison, je défie n'importe quel observateur. Il n'y a pas une seule région d'Afrique où la libation ne se pratique pas. Je dis bien, toutes les régions d'Afrique, le Maghreb compris, la libation se pratique. Le culte des ancêtres existe partout, où il y a même des religions dites révélées. Donc de ce fait, il y a une communion. Est-ce que c'est toujours le même culte des ancêtres qui se pratique aujourd'hui? Les cultes ne sont jamais identiques, mais ils ont des points communs. Que ce soit les religions dites révélées ou les cultes non révélés, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Les cultes ont des points communs. Les cultes, le but d'un culte, c'est de lever la personne spirituellement. De ce fait, il y a des points communs. Alors effectivement, il y a des différences. Je vous donnerai par exemple l'exemple. J'ai étudié longtemps chez les Dogons, où je suis resté au Mali. Et chez les Dogons, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec, par exemple, les pygmées Baka, qu'on retrouve au Cameroun. On ne devrait même pas les appeler les pygmées, ce sont les Baka, ou les Babongo qui se trouvent. Oui, et j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Le respect voué aux ancêtres. Ce sont des gens dépouillés de toute vanité. Ce sont des gens, l'humilité, l'hospitalité sont des points communs. Et ça, ce sont des signes de maturité, de coefficient spirituel. Je parlerai de coefficient spirituel. Oui. Qu'est-ce que vous appelez coefficient? Oui, parce qu'on peut être... Pour que notre spectateur puisse bien comprendre, coefficient spirituel, c'est quoi? Pour le dire simplement. Le coefficient spirituel vous permet de comprendre des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est ce qui vous permet de... Je peux vous donner un exemple. On se retrouve à un endroit, il y a des objets que vous ne pouvez pas voir, que moi je vois. C'est ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil? Oui. Le troisième œil. Pour ce troisième œil, c'est quelque chose qu'on acquiert à travers l'initiation? Pas forcément. Parce que l'initiation, on peut être initié quelqu'un à la musique. Lorsqu'on étudie le solfège, c'est une initiation. On est initié à la peinture, on est initié à la cuisine. L'initiation ne relève pas forcément du mysticisme. Voilà. Il y a plusieurs formes d'initiation. Donc je parlerai plutôt, c'est un savoir, il faut passer par l'école. Il y a des sciences comme la géomancie, qui est un art divinatoire, qui est enseigné dans des écoles en Afrique. Ces écoles existent encore? Bien sûr, moi-même j'en ai été formé. J'ai fait l'essentiel de mes études supérieures en histoire dans les centres initiatiques en Afrique. J'ai fait Idizou, qui se trouve au Bénin. J'ai fait Kankan, non, je m'excuse, au Ghana. C'est à 17 km de la ville de Koumassi, l'ancienne capitale du royaume Ashanti. J'ai étudié à Kankan, j'ai étudié à Kanongo, j'ai étudié à Fambori, en pays d'Ogon, vers Douenza, à la limite du nord du Mali. J'ai étudié à Kanaba, qui est l'ancienne capitale du Mandé. J'ai étudié à Kela. Donc il y a des grandes universités africaines qui forment... Est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Mais bien sûr. Est-ce qu'elles sont ouvertes au public? Comment est-ce qu'on peut les trouver? La preuve, je suis congolais, j'ai étudié longtemps au Mali. J'ai passé 12 ans à étudier au Mali. J'ai passé 9 ans à étudier au Burkina et au Ghana. C'est-à-dire que j'ai toujours été à cheval entre ces régions. Et pourtant, je suis originaire d'Afrique centrale. Non, ces centres sont ouverts à beaucoup de gens. La preuve, les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance du monde, envoient des scientifiques étudier dans les centres initiatiques d'Afrique. D'accord. Alors, pour en revenir à ce fameux troisième œil. Je disais que, en fait, le troisième œil vous permet de voir des choses que tout le monde ne voit pas. Et en fait, l'être humain n'utilise même pas 0,5% de ses capacités. Nos préoccupations matérielles font que nous ne nous préoccupons pas assez de nous-mêmes. Pour s'élever spirituellement, il faut, comment dirais-je, ne pas avoir autant de préoccupations matérielles. Et ça, c'est peut-être un obstacle à l'élévation spirituelle. Vous remarquerez que les gens qui sont très matérialistes sont très peu spirituels. On peut être les deux, mais ce n'est jamais évident. Parce que si vous êtes préoccupé à vouloir régler vos factures quotidien, voilà. C'est pas facile de se détacher voilà. au quotidien aussi. Et il y a des gens qui passent l'essentiel de leur temps à méditer. C'est ce qui explique que les gens souvent qui vivent dans l'arrière-pays apparaissent plus sages que ceux qui vivent dans des zones rurales. Ça explique du fait que le quotidien n'est pas le même. Une personne qui vit par exemple dans une localité du Cameroun qu'on appellerait par exemple Bonangombe,
qui se trouve dans la région de Limé et une personne qui vit à Limé ou qui vit à Douala n'ont pas les mêmes préoccupations. Et du fait de vivre proche de la nature, ben, on développe des réflexes qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est dans un milieu urbain. Pendant vos nombreux voyages, vous avez certainement fait des reportages sur la spiritualité africaine. Oui et non. Parce que, en fait, les spiritualités africaines, je parlerai des spiritualités africaines parce qu'il existe plusieurs confréries au sein des spiritualités. Dans une même spiritualité, vous avez des confréries. Oui. Pour vous donner un exemple, là, je ne parlerai pas de spiritualité, je parlerai de religiosité. Dans le cas du Sénégal, par exemple, vous avez le mouridisme, qui est une branche de l'islam version africaine, qui a été initiée par Cheikh Amadou Bamba Maki. Et au sein même du mouridisme, vous avez ce qu'on appelle les Baïfal. Les Baïfal sont le partisan, enfin les adeptes de Cheikh Ibrahim Fall, qui était lui-même disciple de Cheikh Amadou Bamba Maki. Donc c'est pour vous donner simplement que... Pourquoi les schismes existent? Oui, voilà. Et ces différents schismes-là sont issus d'une même... Oui, ce n'est pas forcément des schismes. Parfois, ce sont des clubs. Pour venir même à l'Europe, pour montrer juste que ce n'est pas une exclusivité africaine. Prenez le cas par exemple de l'église anglicane. L'église anglicane, au sein de l'église anglicane, vous avez le méthodisme. Voyez-vous? Et au sein du méthodisme, il y a eu d'autres clubs, notamment qui a été lancé par Nathaniel Gilbert aux Antilles. Le méthodisme pratiqué aux Antilles en Angleterre n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Au sein du protestantisme, il y a eu des courants. C'est pareil. Voilà. C'est pour ça aussi qu'ils ont parlé d'inculturation à un moment donné, je pense. Probablement. Répondre donc justement à votre question, là par exemple, j'aurais pu soutenir une thèse doctorale sur ce DVD. J'ai vulgarisé un savoir que j'aurais pu mettre dans une thèse. La théologie des insoumis. La théologie des insoumis. Et donc je développe une thèse. Pour donner un exemple, parlons du Cameroun, pays que vous connaissez le mieux. Après on pourra descendre au Congo. Au Cameroun par exemple, vous avez les pères de l'indépendance qui se sont, pour la plupart ils étaient très jeunes, les Oumniobé, les Félix Moumier, Ernest Ouangé, voilà. Et je pourrais aussi citer je pourrais même remonter à Douala Mangabel, qui a été pendu par les Allemands. Ce sont des gens qui se sont battus pour que les générations actuelles puissent jouir de la liberté et puissent profiter de leur pays, des richesses de leur pays. Mais que constate-t-on au Cameroun? C'est que ceux qui se sont sacrifiés pour le pays n'ont jamais été honorés correctement. Lorsque vous regardez les tombes des pères de l'indépendance... Ils sont à l'abandon carrément. Oui, ils ne sont même pas à l'abandon. C'est même de l'oubli. Parce que l'abandon, on peut encore faire l'effort de s'en souvenir. Mais quand c'est oubli, et c'est Saker qui occupe toute la place au Cameroun. Un monument pour le... Boulangerie Saker, collège Saker, même l'élite. Voilà, tout. Et du coup, on en arrive à la porosité justement spirituelle. Parce que les icônes sont toujours venues d'ailleurs et les autochtones, ceux qui sont battus pour notre liberté, ne sont pas honorés. Et j'en arrive, pour terminer, pour ne pas vous couper, j'en arrive au constat suivant, et c'est ce que je développe dans ce documentaire Théologie des Insoumis. Vous prenez par exemple un pays comme la RDC, pays de 72 millions d'habitants, Lumumba, Mpolo, Okito, qui sont les pères de l'indépendance, ceux qui sont battus pour la souveraineté du pays, n'ont pas de sépulture. Dans de telles conditions, un pays ne peut pas prétendre à l'émergence s'il n'a pas déjà réglé les problèmes spirituels. Donc l'Afrique souffre essentiellement d'un déficit spirituel. Et pour compléter, pour étayer davantage d'arguments, vous prenez le cas du Ghana. Pendant des années, le Ghana a connu une crise politique majeure. Lorsque Losadjefio Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana, est renversé en 1966 par le général Ankara, le Ghana connaît une crise majeure. C'est une succession de putsch, de coups d'État. Et pour exemplifier sur quelqu'un qui faisait faillite en Côte d'Ivoire, on disait qu'il est tombé comme Ghana. Il a fallu que le président John Jerry Rawlings aille exhumer le corps de Kwame Nkrumah dans son village qui s'appelle Ekromfou, le ramène à Accra, la capitale, lui érige une pyramide, ce qu'on appelle le Memorial Park, à Accra, pour que le Ghana connaisse une émergence. Aujourd'hui, le Ghana est cité en exemple comme un pays stable, un pays qui connaît un développement économique. Je pense qu'en tant qu'Africains, nous ne devrons pas, comment dirais-je,
minimiser le culte des ancêtres. D'autant plus que, si vous remarquez, ceux qui nous interdisent de le faire chez eux, ils n'hésitent pas à honorer le leur. Aéroport Charles de Gaulle Étoile, etc. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que cette porosité spirituelle, justement, est la cause du non-développement de certains pays d'Afrique? Je ne parlerai pas de développement, ça encore ce sont des concepts, qui sont chacun se développe. Le développement c'est quoi? Ce n'est que l'amélioration de ce qui existe déjà. Rien ne nous empêche d'améliorer ce qui existe chez nous. Mais c'est que nous avons été formatés. Du fait d'avoir été formatés, nous ne pensons plus. Donc, on peut dire qu'il a été détruit le paradigme africain. Le paradigme africain existe, toute l'Afrique n'a pas été colonisée. Il y a des peuples. Peut-on vraiment dire que ce paradigme existe à partir du moment où les influences occidentales ont pris le dessus sur tout ce qui concerne... À vous entendre, c'est comme si toute l'Afrique avait été vaincue. Ce n'est pas vrai. Il y a une Afrique stable qui existe. Monsieur Lassouni, aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, la stabilité, où est-ce qu'elle est? Vous jugez l'Afrique à travers les potentats qui dirigent l'Afrique. Non, les potentats qui dirigent l'Afrique sont justement ceux qui prennent les décisions pour l'Afrique. Est-ce que les maîtres spirituels en Afrique ont des décisions politiques? Les potentats ne prennent pas des décisions, c'est leur maître qui leur dicte des décisions. Voilà. Donc, c'est encore pire. Donc, et les maîtres spirituels africains, quel est leur rôle aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment encore... Vous êtes une femme, oui. vous êtes une mère ou une potentielle mère. Si vous donnez la vie et vous nourrissez un enfant, vous le levez pendant des années et que cet enfant vous néglige, l'enfant ne bénéficiera pas de vos bénédictions. Les Africains sont tournés vers l'extérieur. De ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier d'un enseignement spirituel authentique. Les maîtres existent. Moi, j'ai grandi en Occident, où j'ai vécu longtemps. C'est après mes études que j'ai décidé d'aller compléter ma formation en Afrique. Et je me suis rendu compte que ma formation académique n'était pas aussi lourde, aussi pesante que ma formation initiatique. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis l'un des conférenciers les plus sollicités au monde. Et ces sollicitations sont dues à mon expertise acquise en Afrique. Ce n'est pas ce que j'ai étudié en Occident ou ailleurs qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Si vous avez pu m'inviter aujourd'hui dans votre studio, oui, c'est parce que j'ai un savoir, on va dire, inédit. Oui. Voilà. Et de ce fait, cela a été acquis en Afrique. Et si j'étais resté dans mon confort parisien ou londonien en croisant les bras, je n'aurais pas acquis ce savoir. J'ai décidé d'aller chez les Dogons. L'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé à aller étudier chez les Dogons, c'est lorsque j'ai vu Les Racines et les Ailes, qui est une émission qui passe, qui fait la promotion des grandes civilisations. J'étais vraiment très passionné par cette émission, qui est une très bonne émission. Et lorsqu'il a fallu parler de Tombouctou, on a parlé du sel, des dromadaires, et je me suis dit que c'était une escroquerie intellectuelle. Parce que Tombouctou a donné quand même... C'est beaucoup plus que cela, Tombouctou. C'est la première université au monde sans Corée, au XIIe siècle, donc c'est plusieurs siècles avant la Sorbonne, c'est plusieurs siècles avant le Collège de France, c'est plusieurs siècles avant Yale, Oxford, Cambridge, etc. La première université au monde, c'est quand même à Tombouctou. Donc c'est une civilisation endogène. Et je tiens à dire à ceux qui nous suivent que Tombouctou est la seule ville au monde qui a plus de bibliothèques que d'épiceries. Et ça se trouve en Afrique. Ce sont des dynasties de lettrés. On appelle les Tombouctiens les hommes livres, voyez-vous, parce que dans une famille, vous pouvez trouver 10 ingénieurs, 10 médecins. Et le Cante royaux de 1420 nous enseigne que 200 écus d'or furent versés à Abou Ali, le chirurgien de Tombouctou, pour opérer le dauphin Charles à Toulouse. Voyez-vous? Donc au XVe siècle, les Africains avaient déjà des médecins qui opéraient des Européens. Et ceux de la royauté. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'élite africaine qui va se soigner en Occident. Voilà. Et dans nos hôpitaux, donc c'est là où il y a le déficit spirituel. Comme quoi, le retour aux racines, le retour aux sources est une nécessité pour l'Afrique. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul à faire ce travail. Je tiens aussi à rendre hommage au docteur Augustus Kazili-Efford, qui est un Ghanéen britannique, qui a longuement travaillé sur les anciennes civilisations africaines. Et il a été le premier Africain à filmer les ruines de Karma, ancienne capitale de Kouch. C'est à 1300 km du Caire. Donc il y a des gens qui font des travaux, mais malheureusement, encore une fois, ce travail ne bénéficie pas à l'Afrique pour la bonne et simple raison. Le docteur Augustus Kazili-Efford est de nationalité britannique, donc son savoir profite plus à la Grande-Bretagne qu'au Ghana.
Et tant que les gouvernements africains ne voteront pas des budgets assez importants dans le domaine de la recherche, eh bien, je peux vous dire que nous sommes condamnés à former une élite de domestiques parce que les pitreries en Afrique doivent alimenter les conversations de table en Occident et en Asie, du fait que ceux qui viennent insulter les bourreaux des Africains deviennent des héros par la suite. Donc, c'est ça la porosité spirituelle. Parce que lorsqu'on est hermétique à la bêtise, on ne peut pas se permettre ce genre de comportement. Vous savez très bien ce qui s'est passé en août 2007 à Dakar. L'homme africain n'est pas assez rentré dans le discours. Oui, ça, et 9 ans après, l'auteur du discours, je ne voudrais pas prononcer son nom. Non, pas besoin. Et il est reçu par la jeunesse. Dans une université. Dans une université. Alors, il y a des gens qui disent que ça a été un casting, mais bon, j'en doute. Parce que quand on a le bon sens, je pense que voilà. L'amphithéâtre devait être vide. J'aimerais maintenant m'adresser à l'initié d'Ascone. Je ne vous ai jamais dit que j'étais initié. Vous l'avez dit au début de l'émission. Non, j'ai dit que j'étais formé dans le centre initiatique. Quelle est la différence? Être formé dans un centre initiatique, est-ce que c'est pas pour être initié? C'est pour être quoi? Vous essayez de me piéger, mais c'est tant mieux, hein? C'est votre rôle de journaliste. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le mot initiation prend de tournures assez inquiétantes dans la communauté afro. Et de ce fait, il faut quand même faire attention parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gourous qui s'improvisent maîtres spirituels et vous avez des jeunes qui sont nés en Occident, qui n'ont pas d'ancrage culturel, qui peuvent facilement dépenser des sommes faramineuses. C'est bien ça. J'espère ne pas tromper parce qu'il y a des fois le français. Donc du coup, pour éviter ces dérives, je fais très attention. Parce que n'oubliez pas que l'Afrique est très protocolaire, comme je vous l'ai dit. C'est pas que vous vous réveillez un bon matin, vous allez chez les Dogons, ils vont vous former. Moi, ça fait des années que je vais étudier chez les Dogons. Je n'ai jamais rencontré le Ogon qui est le chef spirituel des Dogons. Voyez-vous, je n'ai jamais eu droit de m'asseoir à une Toguna, qui est... une Toguna, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'hangar où les sages se rencontrent pour discuter. Chez les Congo, peuple auquel j'appartiens, ça s'appelle le Mongi. Voyez-vous? Et n'est pas admis au Mongi qui veut. Donc, il y a des gens qui dégagent des vibrations négatives et qui peuvent être refoulées. Parce qu'il y a des attitudes à avoir. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque vous vous rendez dans un coin comme la dune rose de Gao, où la défaite de l'Afrique avait été prédite dès le XVIe siècle, la dune rose de Gao, la dune rose se trouve à Gao, à 1200 km de Bamako. Là, les prêtres africains avaient déjà vu que le continent sera envahi et attaqué. Et ça s'est révélé plus tard, parce qu'après, lors de la bataille de Tondibi, les Africains ont subi d'énormes pertes, bien qu'ils ont su résister. Donc ça a été prédit, mais on ne prédit pas l'avenir comme ça. Il y a des sciences. Notamment l'astronomie, notamment la géomancie. Il y a pas mal de choses qui se font. Je vous donne un exemple tout simple. Les Égyptiens connaissaient la poudre à canon. Pourquoi n'ont-ils pas fabriqué des armes pour détruire l'humanité? C'est tout simplement parce qu'il y avait l'initiation. Et l'initiation permet de canaliser l'énergie d'une personne. On ne livre pas l'initiation comme cela. C'est pour cela que je n'aime pas en parler avec cette facilité. Aujourd'hui, on en parle, c'est le mot un peu à la mode. C'est un mot à la mode. Voilà, alors, en fait, il est dénué de toute sa connotation. Je vous donne un exemple. Qui est-ce qui a fait la révolution industrielle en Grande-Bretagne? Qui est-ce qui a été à l'origine de l'abolition de l'esclavage? Ce sont des initiés. On parle souvent de la franc-maçonnerie, mais on ne parle jamais de la secte de Clapham, qui pour moi a joué un grand rôle dans les bouleversements positifs dans le monde. Au XIXe siècle, des figures comme telles que Henry Thornton ou William Wilberforce, qui appartenaient à cette secte. Voyez-vous, c'était un club d'initiés, érudits, qui ont développé une réflexion qui a été bénéfique à l'humanité. Ce qui explique qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de droits de l'homme, les Anglais essayent un peu de s'en prévaloir. Parce que, bien avant même la déclaration des droits de l'homme, ils avaient décrété ce qu'on appelle le Bill of Rights. Mais en dehors même du Bill of Rights, si nous remontons encore plus loin, en 1236, après la bataille de Kirina qui opposa Sundiata Keita à Soumanguro Kanté, les Maliens ont
pondu ce qu'on appelle les 44 chartres du Kourgan-Fougan. C'est dommage que je n'ai pas pu illustrer ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des images, le lieu. Il y a des images, et tout ça, vous avez sûrement fait un reportage sur ça. Oui, j'ai fait des reportages sur ça, mais il y a des choses que je ne peux pas vulgariser, notamment la cérémonie de la case sacrée. C'est un secret qui a plus de 1300 ans parce que la case sacrée est la seule case au monde dont la toiture se renouvelle tous les 7 ans avec de la musique. Alors moi j'ai étudié avec les maîtres qui renouvellent avec de la musique. On joue de la musique et la toiture se renouvelle. Toute seule? C'est toutes les, oui, c'est tous les. Toute seule comme ça? Oui, les charpentiers font la toiture et lorsqu'on joue le moni, ceux qui jouent le moni on les appelle les monifola. La toiture monte. Et la dernière cérémonie a lieu en 2012 et la prochaine aura lieu en 2019. Donc je vous souhaite d'être en vie en 2019 et comme ça on pourra les voir. Par contre, c'est strictement interdit d'être filmé et photographié. Parce que si l'Afrique a été vaincue, c'est parce qu'elle a tellement ouvert ses portes et l'effondrement de l'Égypte est dû aussi à cela. Oui. Parce que tant que l'Égypte était hermétique, elle n'aurait pas connu autant d'évasions. À partir du moment où il y a eu cette ouverture... Voilà, parce que l'Égypte, c'est quand même une stabilité de plusieurs siècles, comparée à nos républiquettes aujourd'hui qui n'ont que 50 ans. Nos républiquettes, oui. Il faut appeler ça comme ça, pour ne pas dire des enclos, hein, des enclos coloniaux. 50 ans, 55 ans, 56 ans d'indépendance, vous avez un record de coup d'État au Niger, au Congo-Brazzaville. Là encore, vous voyez qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, et ce qui explique que si nos chefs d'État ne prêtaient pas serment sur la Bible ou le Coran, mais prêtaient serment sur les calebasses, je pense que les choses ne se passeraient pas de la même chose. Pourquoi? Parce que souvent, on s'amuse à dire que les chefs d'État africains ne craignent que deux choses: les marabouts blancs et les sorciers. Voyez-vous? Les marabouts blancs, donc c'est tous ces conseillers qui sont qui les manipulent, et les sorciers, parce que vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une succession au pouvoir, le successeur évite toujours d'aller dormir dans le palais de son prédécesseur. Ça s'est vu entre Patassé et Bozizé, ça s'est vu entre Biya et Aïdjo, ça s'est vu entre Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Il n'y a que le Sénégal fait figure d'exception. Même au Ghana, entre John Kufuor et Rawlings, il a fallu construire un nouveau palais qui s'appelle le State House. Voyez-vous, je pourrais citer des tas d'exemples. Donc si jamais les Africains revenaient à leur spiritualité originelle, vous verrez qu'il y aurait moins de crise institutionnelle. Parce qu'on sait très bien que, en jurant sur le Coran ou la Bible, la punition ne sera pas immédiate. Tandis que si on va faire des cérémonies vaudou pendant l'investiture, vous verrez que les choses changeront. Et je pense que si j'ai un conseil à vous donner en tant que journaliste, tournez-vous vers le Bénin, allez interroger l'ancien président Nisfor Soglo, qui a décrété le 10 janvier, journée du Bénin. Il vous expliquera pourquoi. Oui, le 10 janvier, journée du Bénin et journée du Vaudou. Non, journée du Vaudou, j'ai dit journée du Vaudou. Vous avez dit journée du Bénin. Ah, je m'excuse, c'est journée du Vaudou. Vous savez pourquoi? Parce que pendant son investiture, il a reçu une foudre qui l'a secoué. Et lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital Val-de-Grâce, les médecins n'ont pu rien faire. Il a fallu faire venir des prêtres pour pouvoir le soigner. Et à partir de cela, il est revenu à la religion originelle. Donc c'est pour vous dire que, enfin, je dirais la spiritualité originelle, parce qu'il faut toujours distinguer. Il y a une différence quand même. Voilà, la spiritualité, la spiritualité n'est pas dogmatique et il n'y a pas de prosélytisme. Tout à fait. C'est très important de revenir à nos spiritualités. C'est essentiel. Une fois qu'on aura réglé le problème spirituel, je pense que l'Afrique retrouvera sa stabilité dans le temps. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a aussi le canon qui est intervenu. Après, il faudra combler les déficits militaires. Important. C'est important ça aussi. Mais bien sûr que c'est essentiel. Ça veut dire qu'il faudra maintenant arrêter d'être des bénis. Ben, il faudra réagir maintenant parce que... L'Afrique a toujours réagi en fait. L'Afrique a toujours réagi. Si il faut réagir de façon plus, on va dire, violente, pratique. Non, ce n'est pas de la violence. Lorsqu'on se défend, ce n'est pas de la violence. Lorsqu'on se défend, ce n'est pas de la violence. Vous n'êtes pas militant de la non-violence? Je ne suis pas militant de la non-violence. Quand on vous donne une gifle sur une joue, vous ne moi, je suis pour la loi du talion. Eux pour eux, donc pour moi. Vous me frappez, je vous frappe. Et si possible, je vous envoie au cimetière. C'est essentiel. Je ne suis pas un pacifiste du tout. Je ne suis pas violent. Mais si vous attentez à ma vie, je dois vous faire le plus de mal possible. Vous ne tendez pas le projet? Non, jamais. C'est clair. Et justement, c'est ça qui nous a affaiblis. C'est la raison pour laquelle je me suis déchristianisé.
Je vous ai dit que j'ai reçu tous les sacrements de l'Église catholique. Oui. Le seul qui me manque, c'est celui qui vous accompagne dans Celui-là, vous ne le recevrez pas. Non, je ne le recevrai pas parce que je suis déchristianisé. Je suis désabramisé, on va dire ça. Alors j'aimerais vous poser une question, c'est la question que je pose toujours, c'est la question du choix. Lorsque dans votre parcours de vie, vous devez prendre des décisions importantes. Lorsque dans votre parcours de vie, vous devez choisir si vous devez aller à gauche ou à droite. Quelle est la boussole qui vous guide? Sur quoi vous vous appuyez pour faire vos choix? J'obéis toujours à mon instinct. J'obéis toujours à mon instinct. J'ai le flair du chant. Et ce qui m'a toujours mis à l'abri des chagrins d'amour. Ah, les chagrins d'amour. Dans ce domaine-là, les choix ne doivent pas être faciles à faire aussi. Oui, c'est pour cela que j'ai initié ce que j'appelle le panafricanisme affectif. Le panafricanisme affectif. Oui, j'encourage tous mes étudiants dans les amphithéâtres de draguer mes étudiantes. C'est toujours l'homme qui prend l'initiative d'aller vers la femme. Bon, pas toujours, hein. Bon, s'il y a des femmes qui peuvent draguer les hommes quand même, hein, ça mettrait les timides à l'abri de l'humiliation. Voilà. Bon. Je dis simplement que le fait de partager les mêmes convictions et d'être ensemble, il y a de fortes chances que les enfants héritent de ces convictions. Et cela ne peut que solidifier l'Afrique que nous voudrons accoucher. Parce que n'oublions pas que l'Afrique est en gestation et elle n'a pas encore cessé d'accoucher des républiques bâtardes à cause du tribalisme. Prenons le cas du Sud-Soudan et du Soudan. Aujourd'hui, le Sud-Soudan connaît à peine indépendante, entre guillemets, à peine indépendant, parce qu'on dit le Soudan, à peine indépendant, le Soudan a connu subitement une crise politique. Et ça a donné par la suite une rébellion et des milliers de morts. Pour éviter cela, nous devons promouvoir le panafricanisme affectif. Le panafricanisme affectif consiste à se débarrasser des frontières qui sont dans nos têtes, que le Camerounais puisse épouser paisiblement une femme, par exemple, de la Guadeloupe ou de la Martinique, un Martiniquais puisse épouser facilement une femme du Sénégal, une Zambienne puisse épouser facilement un Guinéen, etc. Et à partir de là, vous verrez que l'Afrique va se détribaliser. Et je pense que le tribalisme, aujourd'hui, sert comment dirais-je, sert d'arme à ceux qui voudraient maintenir l'Afrique dans cet état. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise post-électorale, on stigmatise les populations qui vivent paisiblement ensemble. Voyez-vous? Et là, je montre les guerres tribales. Et ça, malheureusement, c'est une arme aujourd'hui, c'est une arme politique. Et donc, pour en finir avec cela, nous allons promouvoir le panafricanisme affectif. Et moi, je prêche toujours par l'exemple. Le lieu de mémoire, ça c'est le volume 3, je souhaite faire même 1000 volumes. C'est pour montrer l'héritage spirituel des Africains, légué par les Africains à leurs descendants aux Antilles. Alors, le premier volume a commencé par l'île de Karokéra, mieux connue sous le nom de la Guadeloupe, montrer comment les initiés déportés en Afrique ont eu à construire des infrastructures qui ont défié le temps. Ici, notamment, il s'agit du canal de retour, qui est un canal qui a nécessité 77 ans de construction. Donc, les Africains déportés en Guadeloupe ont dû creuser un canal de 7 km pendant 77 ans. Et soit 10 ans par kilomètre. Et il fallait être mentalement costaud pour faire cela. Et c'est un héritage qui est méconnu même des Guadeloupéens, alors que la Guadeloupe est une petite île. Donc, mon travail consiste à vulgariser ce savoir. Et on ne peut pas creuser un canal navigable si on n'est pas spirituellement costaud. Parce qu'on peut facilement se suicider. Et on a enregistré très peu de suicides. Ces gens ont dû se transformer mentalement en bulldozer pour pouvoir creuser un canal. Et un canal, c'est quand même un canal où passent des bateaux, c'est quand même une profondeur assez large. Et là, c'est là où l'initiation parle. Donc on ne parle pas de l'initiation, c'est l'initiation qui parle d'elle-même. On ne parle pas de l'initiation, oui, c'est l'initiation qui parle d'elle-même. Un initié se distingue, se démarque par rapport à d'autres personnes, par rapport aux profanes. Ça se voit, la sagesse apparaît. On n'a pas besoin de se décréter, on ne se décrète pas maître spirituel. Hein? Parce que spirituel est l'opposé à matériel. Tout ce qui est spiritualité est dépouillé de tout ce qui est matériel. Voyez-vous?
l'argent, tout ça, les artifices n'interviennent pas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se disent maîtres spirituels juste pour des raisons pécuniaires. Parce que la crise économique engendre beaucoup de bourrées. Et c'est ce qui explique qu'il y a une floraison de cultes inutiles. Et ces cultes donnent des incultes spirituels. Moi, je me rappelle, l'un des maîtres que j'ai eu rencontré, par exemple, en France, Youssouf Tata Sissé, père à son âme, qui est un grand anthropologue malien qui nous a quittés il y a à peine 2 ans et demi. Lorsque j'ai été voir Youssouf Tata Sissé pour la première fois, parce que j'avais été impressionné de le voir conférer sur la confrérie des chasseurs, quand on écoute ça, on se dit, on veut lui ressembler. Et je peux vous dire que j'ai passé une journée avec lui, il m'a parlé en parabole et je n'ai rien compris. Et lorsque je suis parti chez les Dogons, le premier réflexe était de m'agresser verbalement. Tu es vilain, tu ne ressembles à rien, te dénigrer, c'est pour voir ta résistance. Et pour vous donner un autre exemple, lorsque j'ai été passer mon examen à Kéla, un examen, c'est un examen spirituel, c'est-à-dire que lorsque vous accédez à une certaine connaissance, avant d'y accéder, il y a des examens. Il y a des examens. Mais ce n'est pas sanctionné par un papier, un diplôme. Parce que ce n'est pas la même logique. Voilà. Et donc, lorsque je suis arrivé à Kéla, et j'étais en train de manger au plat commun, il y a un lépreux qui est venu plonger sa main dans le plat commun. Alors, si j'avais eu une réticence, ça aurait fait preuve de vanité. J'ai continué à manger, j'étais imperturbable parce que j'étais préparé à cela. Je m'attendais parce que le lépreux vient mettre sa main, j'ai continué, j'étais imperturbable. En moins de 5 minutes, celui qui m'avait introduit à l'université millénaire de Kéla a dit « Allez dans le vestibule, les doyens vous attendent ». Et j'ai eu le privilège d'avoir été formé par le patron de la Djelia du monde, qui s'appelle Djataramina Djabaté, qui est le patron de la Djelia, le patron de tous les Djabatés. Kouyaté, etc., tous les grands Djelis. Où ils se trouvent? Oui, dans le Mondé. Le Mondé, c'est là. Le Mondé se trouve en Sierra Leone, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, une bonne partie. Non, pas en Côte d'Ivoire. Mali, Guinée, Sierra Leone, Libéria. J'ai pu être formé par un recteur, celui qui dirige la Djelia, donc le patron des Djeli. C'est un privilège. Et bien sûr, j'aurais bien voulu être formé par exemple par Bazoumana Sissoko, qui on appelait le lion de Ségou. Ça, ce sont des références. Un lion réforme un autre lion. Oui, oui. Et là, je peux vous assurer que, mais malheureusement, il est décédé en 87 et je n'ai pas eu la chance de le connaître. À cette époque, ma conscience n'était pas aussi aiguisée qu'aujourd'hui. Oui, comme quoi la conscience n'est pas toujours au même stade. Oui, on évolue. Comme quoi il faut peut-être être un peu plus patient avec ceux qui n'ont pas, on va dire, la même façon de voir les choses. Ils vont en venir peut-être petit à petit. Je suis d'accord, mais il y a des cas désespérés. Il y a des cas désespérés, vous pensez? Oui, quand les gens sont tellement lobotomisés, il faut les laisser mourir de leur belle mort. Les efforts sont grands. Une personne qui est aliénée jusqu'à la moelle épinière, on ne peut rien faire. Il faut laisser mourir de belle. Il faut préserver en fait. Le plus important dans un train, ce ne sont pas les wagons, c'est la locomotive. C'est la locomotive qui tire les wagons. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est d'éduquer les femmes. Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Du fait que la femme a le privilège de donner la vie, si elle est forte spirituellement, elle transmet systématiquement. Donc moi, personnellement, je concentre tous mes efforts sur les femmes. Voilà pourquoi j'ai initié le panafricanisme affectif. C'est justement pour permettre d'avoir des femmes solides qui puissent nous créer des générations d'Africains solides. Parce que pour l'instant... Les femmes ont toujours été solides en Afrique de toute façon. Non, elles ont toujours été solides. Oui. La femme en général. La femme, elle a toujours cette place privilégiée. Oui, la femme en général a toujours été solide puisqu'elle a le privilège de donner la vie. Oui. 9 mois de grossesse, ce n'est pas une petite affaire. Non, et puis les hommes ne peuvent pas donner la vie. Absolument. Quelle que soit la musculature de sa poitrine, l'homme ne pourra jamais allaiter. Jamais. Voilà. Ça, c'est clair. Donc de ce fait, je m'en prie. Alors, merci beaucoup, M. Lasconi, d'avoir accepté de venir nous donner toute cette connaissance. Pour moi, c'était peut-être ma petite initiation aussi, pourquoi pas, une formation, ma petite formation. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de C'est moi qui vous remercie. Le Cameroun, c'est mon péché mignon. C'est un pays qui me porte bonheur et je suis heureux d'avoir été à côté d'une Camerounaise parce que je travaille beaucoup avec le Cameroun. Donc, respect à vous parce que vous êtes parmi la grande communauté
afro-caribéenne qui se trouve en diaspora, qui prend le plus d'initiatives. Et donc pour cela, je tenais à vous rendre hommage. Merci beaucoup.